Bonjour à tous, merci d'être là pour ce meet-up, ce cross meet-up, je ne sais pas comment on peut l'appeler, entre le GDG Lille, le meet-up DevOps de Lille et Cloud Nord. Ce midi au programme, une conférence sur GCP, donc je laisserai le speaker se présenter, il le fera bien mieux que moi. Juste quelques annonces, après je vous laisse. Alors, on m'a dit des messages à faire passer. L'équipe Clone Nord est en train de commencer à préparer Clone Nord 2021. On est en 2021. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez aimé l'édition 2020, n'hésitez pas à suivre la page LinkedIn et Twitter de Clone Nord. Il y a Paco du Meetup DevOps qui passe un message aussi. Ils vont essayer d'organiser d'autres conf Meetup. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à souscrire à leur page Meetup si vous voulez être notifié quand il y a un Meetup qui est organisé. Et si vous avez des sujets également, parce qu'on n'a pas la science infuse. Des fois, on cherche des sujets. Donc, si les sujets peuvent venir de vous, de vos besoins, limite, s'il nous reste juste à trouver un speaker, bah, c'est déjà une grosse aide que vous pouvez nous apporter. Donc, si vous voulez, si vous avez des sujets pour lesquels vous souhaitez voir un GDG ou un meet-up, quel qu'il soit, organisé un midi ou un soir, n'hésitez pas à nous le proposer, soit tout à l'heure, soit en message privé. N'hésitez pas, on est preneur. Niveau GDG, on essaie de faire un événement tous les mois, donc je ne sais pas encore ce qu'il y aura au mois de mars, mais n'hésitez pas à souscrire à la page Meetup ou sur Twitter. On avait fait un sondage, il faudrait peut-être qu'on relance un message à Paco et à Maxime, aux autres. On avait envoyé un Google Form avec le Meetup d'aujourd'hui pour savoir quelle était votre préférence entre les Meetup le soir et les Meetup le midi. Donc, pour voir quel créneau est le mieux pour essayer d'organiser les événements au meilleur moment possible en fonction de vos agendas. Donc, pendant cette période un peu bizarre, on se doute que le soir, c'est peut-être pas le moment le meilleur, en tout cas, pour organiser des événements. Donc, c'est pour ça que là, on le fait une midi. On essaye de tourner un petit peu pour faire plaisir à tout le monde. Voilà pour les petits messages. Je vais laisser la parole à Chaban Merci, Emmanuel. et je vous dis à tout à l'heure. Bonne conférence. Chut. Merci. Bonjour à tous, du coup, bienvenue à ce premier meet-up du coup de l'année pour Cloud Nord. Donc en fait, ce meet-up, on va parler en fait de comment monter justement un cloud hybride sur Google Cloud. Donc quelles sont les stratégies pour pouvoir y aller et comment pouvoir monter en fait une infrastructure qui serait scalable et qui pourrait tenir justement sur le long terme. Donc en fait, ce meet-up-là m'est venu à l'idée suite aux dernières expériences que j'ai eu l'opportunité avec StackLab justement de suivre. Donc en accompagnant clients, divers clients sur divers secteurs. Donc ça m'a permis d'agréger un maximum d'informations et d'expériences pour en faire justement un retour d'expérience. Donc c'est un retour d'expérience qui sera plus sur de l'infrastructure, c'est-à-dire du réseau, de la sécurité. Donc, on va aussi parler de la partie DevOps, du GitOps. On va parler aussi de coûts également, mais aussi d'organisation. Donc, c'est vraiment la partie en fait avec laquelle on va commencer lorsqu'on va monter un cloud hybride sur Google Cloud. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et puis, on va parler à la fin de toute la partie migration. Donc, je vous donnerai un use case d'applications qui ont été mis en place, qui ont été du coup replatformé sur du Kubernetes. Donc moi, en fait, je suis de StackLabs. Donc StackLabs, c'est une pure player cloud donc qui aujourd'hui en France et au Canada. Donc on
on est partenaire certifié Google Cloud et AWS, donc, et on est certifié aussi infrastructure spécialiste depuis quelques semaines. Donc, on délivre aussi des formations sur le cloud. On investit beaucoup en veille technologique et en R&D aujourd'hui. Donc, on intervient vers une soixantaine de grands comptes et de PME dans différents secteurs. Donc, les salariés chez Stacklabs, on les appelle les stackers et on a une identité du coup, et parmi celles-ci, donc il y a la passion, la veille technologique et toute l'excellence. Donc, notre en fait société, elle est surtout composée de personnes experts dans le domaine notamment du cloud, mais aussi dans tout l'écosystème qui va tourner sur du cloud. Donc, on peut retrouver aussi du front-end, du back-end et aussi du big data, mais toujours en restant dans l'écosystème cloud. Donc, on est convaincu en fait que l'ère du cloud exige justement des talents en fait qui seraient avec du coup, avec des connaissances avancées et pour cela, il y a besoin justement de les former et d'avoir un apprentissage continu par la suite. Donc, c'est pour cela qu'au sein de Stacklabs, en tout cas, on investit énormément dans la formation des stackers, donc en payant des certifications, en fournissant justement des cours en ligne, etc. Donc moi, du coup, je m'appelle Shaban Refes, donc je suis à Stacklabs depuis environ 3 ans, donc ça fait pas mal de temps que je travaille déjà sur le développement logiciel, mais aussi en architecture cloud et spécialement au niveau infrastructure que je m'intéresse aujourd'hui. Donc quand je parle par infrastructure, c'est vraiment tout ce qui va fonctionner, c'est vraiment en fait tout l'écosystème qui va être mis en place pour que l'infrastructure puisse tenir sur le moyen terme et pourquoi pas sur le long terme. Donc, je suis un grand fan en fait de serverless, donc j'en parlerai aussi durant cette présentation. Et puis en fait, après chaque expérience, je profite pour passer des certifications vu que j'ai cette possibilité avec Stacklabs dans le passé. Du coup, ça me permet justement de rester à la page en fait sur toutes les nouveautés qu'il y a sur Google Cloud et aussi sur Amazon Web Services. Voilà. Donc du coup, on va commencer un peu avec des statistiques. Donc, donc les statistiques on en retrouve beaucoup en fait sur Internet, donc on peut trouver tout et rien du tout. Là, l'objectif, c'est vraiment de voir en fait les métriques qui vont nous intéresser pour la suite de cette présentation. Donc, parmi en fait les plus grandes raisons pour lesquelles on y va sur le cloud aujourd'hui, donc on peut retrouver la première raison, ça peut être justement l'amélioration de la scalabilité, la mise à l'échelle des ressources, parce qu'il faut savoir que quand on est notamment sur un on-prem avec des serveurs qui sont hébergés au sein de la société, on sait qu'à un moment, lorsqu'il y aura un nouveau projet qui va se monter, ben, il y a besoin régulièrement de commander justement ces serveurs-là. Et parfois, ça met des fois de 6 mois à 12 mois, hein, selon la demande. Et aussi, du coup, ça impacte par la suite sur toute la partie justement agilité, time to market, hein, et justement améliorer tout ce qui concerne l'agilité et le time to market. Hein, c'est un des facteurs c'est une des raisons pour lesquelles on part sur le cloud. Il y a aussi en fait la réduction des coûts. Hein. On pense à tort ou à raison que justement aller sur du cloud public, ça va réduire les coûts. Hein. On aura l'occasion aussi d'en parler hein, dans cette présentation par rapport à ça. Et aussi la partie sécurité, donc notamment avec tout ce qu'on voit aujourd'hui hein, sur tout ce qui est ransomware, sur les failles en fait au niveau chipset et tout ça, qui font qu'aujourd'hui justement tous les serveurs en on-prem en fait, il n'est pas possible de les sécuriser au même niveau qu'aujourd'hui en fait les clouds publics sont capables de sécuriser notamment tout ce qui est infrastructure et aussi les locaux, mais aussi les mises à jour, les patchs en fait justement des hardware. On peut retrouver aussi d'autres raisons pour cela, hein. Donc il y en a diverses raisons. Parfois en fait on peut en trouver certaines qui ne sont pas listées hein, du tout dans les statistiques. Mais une fois en fait qu'on a commencé notre migration, ce qu'on remarque, c'est que on aura un gros focus sur tout ce qui est sécurité, donc gouvernance, compliance, data privacy, hein, comment on va stocker nos données, où on va les stocker, hein, est-ce qu'on doit suivre justement tout ce qui est RGPD, hein, notamment si on est en Europe. Donc en fait, ce qu'on va remarquer, c'est vraiment le focus sur la sécurité des données, hein, parce qu'on a l'habitude d'avoir nos données qui sont en on-prem, hein, sur site, et du coup, on sait, on les voit, en fait, on voit nos machines, et là, à ce moment-là,
lorsqu'on est sur du cloud, nos données sont à l'extérieur, donc en dehors de nos infrastructures. Et à ce moment-là, on va beaucoup s'intéresser sur toute la sécurité qui va tourner. Donc, ça peut être la sécurité applicative, mais aussi la sécurité de l'infra, la sécurité du réseau. Donc, ça va être un enjeu majeur, notamment chez les grandes entreprises. Mais on peut retrouver aussi d'autres challenges que vont rencontrer justement les organisations. C'est la partie vendor locking, de façon à s'assurer qu'il n'y aura pas justement une dépendance avec le... Chaban, oui. juste une petite pause. Apparemment, il y a un petit freeze. C'est lié à Zoom. Je ne sais pas pourquoi, il m'a stoppé mon truc. Je te repartage l'écran. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok, vas-y, tu peux continuer. Excuse-moi. Ça marche, merci. Ouais, donc je disais pour la partie vendor locking, donc on essaye justement, donc beaucoup d'entreprises, donc je l'ai remarqué aussi avec nos clients chez nous, c'est qu'on va essayer justement d'être au maximum indépendant du cloud provider en utilisant un maximum des services open source par la suite, mais on verra justement qu'en suivant justement une stratégie de vendor locking à un niveau extrême, que ça peut se retourner sur nous lorsqu'il s'agit de tout ce qui est opérationnel. Et puis aussi, on peut s'intéresser aux coûts, même si c'est peut-être très tôt justement pour évaluer lors d'une migration que les coûts ils sont optimisés à ce niveau, mais ça peut être justement un challenge qui a à prendre en compte lorsqu'on est en train d'en phase de migration. Et on n'a pas encore les dates pour 2021, mais dans le cas de 2020, donc c'était pour la 4e année consécutive, l'optimisation des coûts une fois qu'on est sur du cloud public, ça veut dire qu'on a au moins un workload qui est en prod. C'est la top des priorités aujourd'hui, donc, parce que vu que l'application fonctionne, là, du coup, ce qui coûte en réalité, c'est les ressources qu'on a mis sur du cloud public. Et par la suite, si on évalue que c'est trop cher, par rapport à ce qu'on avait prévu au début, parce qu'on était en phase de dev et de test, le coût est une priorité, une top priorité, en tout cas pour les organisations. La métrique l'information qui va nous intéresser justement dans ce diagramme, c'est vraiment le déplacement en fait de nouveaux workloads sur le cloud. C'est-à-dire que là, en fait, on est rassuré par rapport à la migration de la première application, donc le premier qui a servi justement de blueprint. Et là, on va continuer justement à déployer sur le cloud public, ce qui est un facteur qui est important. Et ce qu'on remarque du coup, parmi ceux justement qui ont ces workloads sur le cloud, on en retrouve une bonne majorité qui passe sur du multi-cloud. Donc par multi-cloud, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément de l'OVH et de la WS par exemple. Ça peut être en fait juste du Office 365 ou du G Suite qui serait du coup en même temps que par exemple avec un GCP. Et parmi justement ceux-là, on retrouve une bonne partie des entreprises qui étaient dans l'on-prem qui vont adopter justement un cloud hybride. C'est-à-dire que par la suite, donc c'est quoi un cloud hybride? Donc un cloud hybride, c'est une composition d'un cloud public et d'au moins un environnement qui est private, donc un environnement qui nous appartient. En tout cas, c'est un environnement où on a en tout cas nos ressources de données. Par contre, en fait, pour Google Cloud, même si on est sur un multi-cloud, ça peut être considéré comme un hybride cloud. Parce qu'en réalité, quand on est sur un cloud public et qu'on effectue, on initialise une connexion VPN avec un autre environnement pour le cloud en lui-même, c'est comme s'il communiquait avec de l'on-prem pour lui. Donc, ça peut être vu comme un cloud hybride, notamment pour Google Cloud. Par contre, dans notre présentation, là, on va plutôt parler d'on-prem. Parce que c'est les cas en fait que j'ai rencontrés. Et là, on aura établi justement une connexion VPN entre Google Cloud et l'environnement on-prem. Donc, parmi les raisons justement pour aller sur du cloud hybride, en tout cas pour monter du cloud hybride, donc ça peut être temporaire. Parfois, on veut juste migrer justement des données vers GCP. À ce moment-là, on va initier justement une connexion VPN, juste le temps de la migration des données, et puis après, on arrête cette connexion VPN. Parfois, en fait, ça peut être mis en place, mais du début à la fin, depuis le début de la migration jusqu'à la mise en prod,
voire même après. Et parfois, en fait, initialement, depuis la vision, on sait qu'à l'avance, on va garder certains workloads en on-prem, et à ce moment-là, on va garder ce setup-là sur le long terme. Donc, il y aura une connectivité entre GCP et on-prem qui serait constante. Donc, en fait, l'objectif vraiment, c'est quand on va setuper justement ce cloud hybride, c'est de se demander aussi, c'est de vraiment en fait sélectionner, donc on va le voir aussi dans les prochains slides, du coup sélectionner les workloads qui vont être sur Google Cloud et les autres qui vont être en on-prem. Donc, à ce moment-là, il y a besoin de sélectionner quels sont ceux qui doivent rester justement sur l'on-prem pour des raisons, par exemple, législation, hein, c'est pas possible légalement de pouvoir les déplacer hein, pour des raisons X. Euh, ou par exemple, les applications ne peuvent pas du tout hein, se mettre sur du cloud, hein, notamment si c'est des applications hein, qui tournent dans l'UI, hein, que c'est un terminal, donc elles ne sont pas prêtes pour aller sur du cloud. À ce moment-là, on laisserait sur de l'on-prem et on communiquerait justement via une connectivité privée hein, depuis GCP. Et aussi, c'est aussi de se dire hein, quels sont les patterns justement qu'on va appliquer à tous les workloads, on va en parler. Et puis enfin, quelles sont du coup les technologies, hein, comment on va pouvoir du coup migrer, donc quels sont les services qu'on va choisir, quelle est la topologie qu'on va adopter pour pouvoir justement faire communiquer ces workloads dans le temps. Donc ça, c'est un schéma qui est tiré directement de la doc de Google Cloud. Donc quand vous verrez l'icône en fait qui est en dessous, c'est que c'est tiré de la doc de GCP. Donc en fait, GCP, comme il explique, c'est que quand on veut sélectionner un workload, il faut prendre en compte certaines exigences. Donc il y aura forcément en fait des exigences métiers qui vont venir influencer le choix justement de ce workload, hein. Si par exemple le workload il est prioritaire ou pas. Et puis aussi l'exigence en fait de développement. Donc, est-ce que justement tout ce qu'on a développé au niveau justement de ce workload, il est possible justement de le mettre sur le cloud. Donc là, on va déterminer ensuite quels est les patterns qu'on pourrait appliquer, quelles sont du coup les topologies et les technologies. Et dès qu'on parle de typologie et technologie, là, il y a toutes les exigences opérationnelles et architecture hein, qui vont venir justement influencer ce choix. Et on pourrait du coup retourner en arrière hein, si vraiment le workload, en fait, il est possible ou pas de se mettre sur GCP. Donc, un point important aussi, c'est que quand on veut aller sur un cloud hybride, c'est vraiment d'avoir une vision, c'est de se dire aussi, il faudrait connaître les limites justement de l'environnement actuel, en quoi justement l'environnement qu'on a aujourd'hui, il est insuffisant. Est-ce qu'on veut juste y aller pour vraiment parce que c'est la mode ou vraiment il y a vraiment des freins justement à notre business qui nous empêche justement d'aller plus rapidement avec notre environnement actuel et on souhaite aller sur du cloud public hein, et avoir cette hybridation. Il faut aussi connaître en fait toutes les métriques hein, qui vont nous permettre de dire que OK, je suis sur le cloud public maintenant. Hein, qu'est-ce qui prouve justement que ça m'a apporté vraiment des gains, notamment à titre d'exemple, hein, si on est en Black Friday, si notre application est une application e-commerce et durant les Black Friday, on subit énormément de trafic. À ce moment-là, la prochaine année, lorsqu'on est en prod sur GCP, ou sur n'importe quel cloud public, et on voit vraiment qu'on arrive à tenir la charge hein, sans faire patienter les gens 60 minutes, le temps qu'il y ait des gens qui partent du site. À ce moment-là, ça peut être du coup une métrique qui permet de valider cela. Et puis aussi de se dire, est-ce que vraiment ce setup-là de cloud hybride, est-ce qu'il va tenir dans le temps ou est-ce que c'est juste temporairement? Est-ce qu'on vraiment on veut aller vers du cloud first, par exemple, ou du cloud native hein, où on veut vraiment juste migrer, faire du lift and shift, hein, du replatforming hein, sur GCP? En tout cas, une partie de l'infrastructure. Donc, avoir cette vision, c'est très, très important justement pour pouvoir établir la stratégie pour pouvoir aller sur du GCP en cloud hybride, notamment sur du cloud public en général. Donc, en fait, comment on pourrait diviser ça? C'est déjà d'identifier tous les workloads, donc tous les applicatifs, donc les bases de données, du coup, qui seraient à passer sur du cloud public.
Donc sur GCP, donc quels sont les patterns qui sont appliqués, quelle est les topologies justement qu'on va choisir, prioriser du coup les workloads et sélectionner bien sûr le workload initial. C'est important du coup de choisir une application qu'on va mettre en premier sur du cloud public qui ne serait pas critique et qui serait justement facilement migrable. En fait, pourquoi? C'est parce que justement, cette première application va servir de blueprint par la suite. C'est-à-dire donc il va aussi être considéré comme étant un MVP, pas un POC, mais un MVP, de façon à ce qu'il soit en fait pris comme référence pour la suite des applications qu'il y a à migrer. Et puis, une fois qu'on a déterminé cela, donc on a écrit tous nos specs et tout ce qu'il faut, donc à ce moment-là, on va commencer à créer l'organisation, les projets, on va les organiser, on va bien les structurer, donc donc on va voir ça aussi. Et puis, la création des policies, toutes les règles de sécurité qui vont être établies à ce niveau. Une fois qu'on a fait ça, du coup, par la suite, c'est toute l'implémentation de la topologie et bien sûr du setup de la plateforme DevOps dans l'objectif d'avoir tout en mode automation et en infrastructure as code. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser du coup de cette présentation, c'est vraiment ces trois derniers qui sont plus techniques, qui va vous intéresser aussi, parce qu'on ne va pas prendre un cas métier en exemple. Donc vraiment, ce qui nous intéresse, c'est de couvrir un maximum de cas métiers. Voilà, donc l'organisation. Donc si par exemple, voilà, donc du coup, on a sélectionné nos workloads, on les a priorisés. Donc là, on est allé sur la console GCP là pour pouvoir, en tout cas sur le site, et qui va initialiser qui va créer notre organisation. Donc selon si on a du G Suite ou du Cloud Identity, donc on va créer notre première organisation. Et parfois, on peut se dire, OK, j'ai créé mon organisation, je vais créer un projet directement sur le nœud racine. Et à un moment donné, une fois que j'ai développé mon application, donc je l'ai migré, donc je vais me dire, là maintenant, je vais créer un autre projet pour l'environnement de prod. Mais au moins, ça me permet derrière de séparer les deux projets de façon distincte pour ne pas avoir de problématiques de gestion notamment au niveau DevOps. Par contre, si on continue comme ça, c'est que, et ça je l'ai vu vraiment chez certains clients, si on continue comme ça, on va se retrouver avec un ensemble justement de projets avec différentes applications qui sont sur différents environnements. Mais par contre, en fait, le fait qu'il n'y ait pas cette organisation sur le long terme, si on se retrouve avec 50 projets, en même temps que ça ne va pas être lisible, mais aussi au niveau, pour pouvoir y mettre des permissions, pour pouvoir savoir quelles sont les applications qui sont en prod, en dev, etc. Ça commence à devenir en fait fastidieux à lire. Donc, une des organisations que j'ai pu mettre en place chez des clients, donc c'est de mettre en fait au début deux dossiers en fait racines qu'on aurait du coup la partie business et plateforme. Donc, c'est quoi le folder de business? En fait, il va concerner toutes les applications métiers. C'est-à-dire tous vos workloads en fait qui sont migrés, qui vont être migrés depuis la partie on-prem, qui vont se retrouver donc à l'intérieur du folder business. Puis on aura du coup les sous-folders qui vont se retrouver, donc qui vont représenter les business units, donc tous les départements. Donc ça va refléter en fait l'organisation actuelle de l'entreprise. Puis on aura du coup tout en bas, donc on peut aller jusqu'à 11 niveaux sur GCP. Donc, on a du coup un répertoire pour la prod et par exemple plusieurs folders pour les autres environnements. Et donc, même en fait, ce folder-là, par exemple de prod, on peut retrouver plusieurs applications, mais prod V2, prod V3, ou par exemple, si on veut avoir le même projet là qui serait destiné uniquement à certains clients, à ce moment-là, on aurait ce dossier-là. Et puis par la suite, on aurait du coup la partie plateforme. Donc dans la partie plateforme, on aurait tout ce qui est opérationnel, tout ce qui va servir justement pour opérer toute la plateforme, tout ce qu'on va retrouver de centralisé. Donc ça peut être la partie réseau, donc le folder réseau, on va retrouver tous nos réseaux virtuels. Ça peut être aussi un dossier de sécurité. On retrouverait notamment si on centralise tous nos comptes de service ou si on centralise nos clés KMS. Donc ça, c'est plus destiné à l'équipe de sécurité. Et on peut avoir du coup un dossier pour tout ce qui est DevOps. Donc, ça va être en fait où on aura nos projets qui vont contenir du coup notre cluster DevOps qui va avoir du coup notre site qui va
sur lequel notre outil de CI/CD va être déployé, ou toutes nos images en fait aussi qui sont centralisées au niveau de ce projet DevOps. Et puis notre monitoring, hein, si on veut centraliser les métriques, tous les dashboards de monitoring et de login, on aurait par exemple sur ce projet-là. Et par ensuite, par exemple, dans le cas du network, hein, le fait justement d'avoir un dossier qui va contenir en fait toute nos parties réseau, on peut y mettre en fait au niveau des dossiers. Donc ça existe depuis moins d'1 an. Hein. C'est des pare-feux justement, hein, qui seraient hiérarchiques, de façon à ce que ça s'applique sur tous les VPC tous les VPC qui vont être contenus dans ce dossier. Et on va en voir justement l'usage plus loin. Donc, en fait, les bénéfices justement de ce type d'organisation, en fait, de hiérarchie, donc là, vraiment, on va parler de business unit environnement et niveau ressources, c'est vraiment en fait d'appliquer des permissions pour les appliquer à chaque team. C'est-à-dire que là, si on a une équipe de sécurité, on va lui donner les droits sur le dossier de sécurité où il y aura tous les projets qui centralisent tout ce qui concerne en fait tout ce qui est opérationnel lié à la sécurité, donc la partie SecOps. Et on aurait du coup un folder pour tout ce qui est réseau, dans le cas où on aurait des shared VPC. Donc voilà, on aurait cette ségrégation par équipe, et notamment aussi pour tout ce qui est application métier. Ça va permettre aussi de faciliter justement tout ce qui est automation. Donc en fait, par exemple, cette hiérarchie m'a permis chez certains clients justement de créer un générateur. Donc j'ai fait entre parenthèses, hein, c'était un générateur qui était fait en Yeoman, donc ça m'a permis de pouvoir en fait générer des projets très facilement avec l'infrastructure as code et de l'automation parce que justement il y avait cette organisation-là. Ça va permettre aussi d'implémenter des politiques en fait au niveau environnement, c'est-à-dire que même donc on peut mettre, il suffit juste de dire si par exemple vous avez un prestataire qui vient développer sur une appli, vous lui donnez un accès sur le folder de dev, et à ce moment-là il a du coup accès à tous les projets de dev tous les projets de dev, justement, de la business unit ou de votre application. Donc, il faut savoir aussi qu'il est possible, justement, de mettre directement les environnements au-dessus. Donc, il est possible aussi d'avoir, en fait, ces environnements tout en haut, hein, plutôt que de les avoir tout en bas. Donc, c'est un choix que vous aurez. Ça reste, selon moi, une bonne pratique. Donc, ça va permettre aussi de centraliser les opérations IT, donc notamment grâce à justement ce type d'organisation. Donc, pour ce qui est des projets, l'idéal vraiment, c'est d'avoir un projet par application, par service, donc par environnement. De cette façon, en fait, vous pouvez faciliter justement l'attribution des droits, mais aussi le fait de pouvoir séparer justement les applications entre elles, c'est que lorsque vous aurez, par exemple, un prestataire qui va intervenir, vous savez que s'il a accès uniquement à ce projet, du coup, il va intervenir uniquement sur cette application. Et ça permet justement de pouvoir aérer un maximum votre organisation. Et il est possible aussi de les classifier, donc pour dire, voilà, grâce au nom du projet, c'est de dire, voilà, ce projet-là, il est interne, ce projet-là, il est Internet-facing, donc ça permet aussi de faire ça. Et il est important aussi de mettre un project ID, même si on est limité à 30 caractères, mais ça permet notamment, si on fait de la CI/CD, vu que là, sur la CI/CD, si on fait du G-Cloud, on se base sur un project ID. Si on laisse justement GCP en générer un pour nous, hein, à ce moment-là, on sera obligé de rajouter faire une autre ligne de commande, en fait, exécuter une autre ligne de commande pour déduire ce project ID depuis le project name. Donc, en fait, c'est important aussi d'avoir justement ce type de nommage qui va servir du coup toute la partie automation. Quand on monte du coup une organisation, donc si par exemple on est on doit répondre justement à tout ce qui est RGPD notamment, une pratique qu'on peut adopter dès le début, c'est de restreindre la localisation sur Europe Ouest 1. Par exemple, sur la Belgique, hein, pour s'assurer que tout ce que les développeurs vont créer comme ressources, ils vont s'assurer en fait que ce sera uniquement sur la partie Europe Ouest 1. Et parfois, GCP, il va même griser en fait tous les autres
locations pour uniquement spécifier celles que vous aurez indiquées justement à cette organization policy. Donc, pour pouvoir activer cette organization policy, donc en fait, vous pouvez le faire soit via du G-Cloud, soit via API ou directement depuis la console. Donc, ça peut être activé soit au niveau organisationnel, soit sur le niveau des folders, soit même au niveau des projets. Et puis, une autre, c'est le domain restricted sharing. Donc, c'est de pouvoir, en fait, si vous avez la possibilité du coup, si vous avez plutôt, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous allez créer votre organisation, vous pouvez du coup restreindre à l'accès à tous vos ressources, à tous vos projets, à uniquement des utilisateurs qui auraient du coup l'adresse mail en fait qui correspond. Donc l'adresse mail, ça peut être le domaine principal, les domaines secondaires ou les sous-domaines. Donc ça veut dire si par exemple vous êtes si vous êtes, par exemple, vous êtes l'entreprise arrobas, par exemple Carrefour, du coup, ce qui va se passer, c'est que si par exemple vous connectez, vous rajoutez un utilisateur en arrobas Gmail, il ne pourra pas être ajouté parce qu'il y a uniquement tout ce qui est arrobas Carrefour qui va être justement autorisé à être rajouté comme utilisateur. Alors pourquoi justement cette organisation policy est importante? C'est parce que justement le fait d'avoir votre propre nom de domaine en fait qui est autorisé comme utilisateur, c'est que vous pouvez justement exiger qu'il ait une authentification forte. Tandis que si c'est une email externe à votre organisation, vous n'avez aucune garantie que la personne, justement, elle a activé justement la notification forte, ce qui fait que vous faites en fait indirectement une faille au niveau de la partie authentification en tout cas. Tout ce qui est separation of duty, donc c'est important aussi, même si au début de l'organisation, on a uniquement les organisateurs, mais c'est aussi nécessaire de pouvoir en fait les créer. Et si vous avez justement des équipes de réseau qui sont déjà en place, des équipes de sécurité, donc cette organisation est déjà définie chez vous, c'est de créer justement ces groupes-là et leur affecter justement des droits, de façon à éviter de rajouter des utilisateurs de façon unitaire sur les différents projets. Parce que l'inconvénient, c'est que quand vous rajoutez des utilisateurs par exemple, sur différents projets et vous ne le rattachez pas à un groupe, donc si vous ne rattachez pas du coup à ce groupe directement, du coup, il va falloir retrouver, si la personne quitte l'entreprise, il va falloir repartir sur tous les projets et ensuite du coup retirer les droits à cette personne. Tandis qu'avec les groupes, il y a juste besoin de le retirer de ce groupe-là pour pouvoir lui retirer les droits. Donc c'est un cas classique qu'on ne peut pas forcément retrouver que sur du cloud provider, mais la majorité des logiciels, même les SaaS, ils proposent justement d'utiliser des groupes d'utilisateurs. Voilà, donc on a vu en fait une organisation, comment elle pourrait être mise en place. Donc c'est des organisations que j'ai mis en place chez certains clients donc, qui ont pu faire leur preuve, mais c'est aussi ce que pousse justement GCP. Donc à la fin de ces slides, donc vous avez une liste de documentation sur lesquelles vous pouvez vous référer. Donc voilà, donc là du coup on a défini l'organisation, les projets les projets qu'il y a à créer, tout ça. Donc là maintenant on va parler sur la partie réseau. Donc comme on avait dit, c'est la première étape justement pour suivre en fait une stratégie cloud hybride qui donc scalable, c'est de setuper l'organisation, donc tous les policies et tout ça. Maintenant on va parler de la topologie. Donc partons du principe qu'on a du coup, vu qu'on est sur notre contexte, on a une partie on-prem, donc notre private cloud. Et on a du coup notre plateforme. Donc, on va créer un projet GCP sur lequel on va mettre justement un shard VPC. Donc, un shard VPC, c'est un VPC qui va permettre justement d'être partagé avec d'autres projets. Donc, on peut retrouver aussi ces principes-là, ce concept de shard VPC, on peut le retrouver aussi dans d'autres cloud providers comme AWS. Donc là, en fait, notre shard VPC, il est du coup connecté, par exemple, à une connexion VPN sur la partie on-prem. Donc, on a par la suite un pare-feu qui va permettre de séparer les flux de dev et de dev et de prod, notamment. Donc, on a une Cloud NAS, des petites routes, etc. Donc, en fait, le choix qu'on a fait ici, c'est que on a un projet de prod qui est du coup rattaché à un subnet de prod et un projet de non-prod qui va être rattaché du coup un subnet de non-prod, par exemple sur West. Donc en fait, le cas de figure que je vous montre ici, c'est un cas réel en fait que j'ai rencontré avec un client. Donc ici, on a nos ressources. Donc nos ressources, ils tournent. Donc nos ressources, ils sont sur la prod. Donc il y a des clusters GKE. Donc quand je mets du GKE, ça peut être aussi par exemple du Cloud Composer qui va tourner du coup sur du
sur le prod subnet. Donc, ça fonctionne très bien. Donc, on va supposer que c'est 50% du chiffre d'affaires de la boîte. Donc, ça tourne, ça fonctionne super bien. À un moment donné, en fait, l'équipe opérationnelle se dit, ben là maintenant on est sur de la prod et puis là maintenant on n'arrive plus à gérer parce qu'en fait dans le même VPC on a du coup les workloads de prod et de pré-prod. On est tout le temps obligé de mettre des pare-feux pour empêcher que tel environnement communique avec l'autre. Ça devient ingérable justement. Donc en fait ce que demande du coup donc l'équipe opérationnelle, hein, c'est de pouvoir en fait séparer, donc être un peu plus, suivre un peu plus les bonnes pratiques de GCP et du coup séparer en fait l'environnement de prod, on va le mettre dans son propre VPC et du coup l'environnement de non-prod, le mettre dans un autre VPC. Et du coup, qu'est-ce qu'a décidé du coup l'équipe opérationnelle? C'est de faire appel à une entreprise de prestation parce que pour déplacer elle n'a pas vraiment la maîtrise de tout ce qu'elle a mis, donc elle a besoin quand même d'appeler des spécialistes pour pouvoir migrer justement ces données d'un VPC à un autre. Et en fait, lorsqu'on souhaite migrer justement nos workloads qui sont dans un VPC vers un autre, ben déjà, il y a besoin de compétences spécialisées dessus, hein, parce que c'est la migration de données et d'applicatifs. Donc, ça va demander un audit avancé, hein, parce qu'il y aura besoin d'analyser quels sont justement les microservices, quelles sont les dépendances entre les microservices, quelles sont les données qu'il y a à se déplacer. Il y a besoin de parler justement, d'échanger avec le métier pour savoir est-ce qu'il y a justement est-ce que du downtime est accepté, mais à quel niveau? Est-ce qu'il y a un SLA? Est-ce qu'il y a un SLO justement à respecter? Et en fait, de tous les cas, n'importe quel prestataire hein, qui va essayer, par exemple, du coup, qui va faire cet audit, ben, en fait, ça va forcément coûter très cher par rapport à ce que business ou par rapport au budget. Et ça ne va rien apporter au business. Parce qu'en fait, le métier, les applications, les microservices fonctionnent en prod. Donc, en fait, comment justifier du coup au business de pouvoir, en fait, par exemple, dépenser 100K pour pouvoir déplacer, par exemple, 70 microservices et des bases de données hein, directement sur un autre VPC. Parce qu'en fait, si par exemple, on souhaite, même avec ça, on souhaite justement déplacer des microservices qui sont d'un VPC à un autre, bah, en fait, il y aura besoin de prendre en compte toutes les dépendances des microservices, comme on l'a dit. S'il y a des datas, par la suite, il y a besoin de faire de la réplication. Il y a besoin, par la suite, si on n'a pas besoin d'Elasticsearch, il y a aussi faire du cross-cluster, justement, répliquer aussi les données entre les clusters Elasticsearch. Si par exemple, il y aura besoin par la suite du coup de faire un suite DNS, de promouvoir la database, à un moment donné, il y aura besoin si on ne veut pas justement de downtime, il y aura besoin que les microservices sur la V2 ne pointent uniquement au début sur la base de données de V1. Donc à ce moment-là, on va se retrouver sur des coûts en cross-région. Donc, c'est tout un mécanisme qui est à mettre en place qui va être lent hein, et qui va être peut-être complexe. Hein, parce que qu'est-ce qu'on ferait justement si un microservice ne fonctionne pas et que celui-ci dépend d'un autre? À ce moment-là, ça va être très, très compliqué. Donc, je vous évoque justement ce cas d'usage hein, que j'ai rencontré avec un client parce que justement, la topologie réseau est d'être prise au sérieux justement dès le début. Surtout si on est sur un cloud hybride, c'est-à-dire quand c'est à l'avance qu'on a du coup un environnement avec lequel on va communiquer, qui est en on-prem. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on connaît, on connaît déjà le workload qu'on communique, donc on a déjà une idée de notre topologie qui existe déjà. Et il est important du coup de prendre en compte en fait cette topologie réseau et d'en créer une qui serait adaptée, mais qui pourrait en fait fonctionner même sur le long terme. Donc, les topologies réseau, on peut en trouver un plein hein, qui pourrait répondre à nos besoins, donc qui peut même représenter notre topologie actuelle de communication entre les workloads. Celle qui en poupe aujourd'hui le plus, c'est le Hub and Spoke, donc qu'on peut retrouver aussi sur AWS avec qu'on peut en faire, qui est nommée du coup d'une Transit Gateway. Hein. Donc, en fait, l'idée du Hub and Spoke, c'est d'avoir du coup un nœud hein, qui servirait de hub. Hein, c'est le seul qui communiquerait avec tous les environnements extérieurs. Hein, ce n'est pas seulement la partie on-prem, mais si par exemple vous avez des fournisseurs externes à travers une API qui peut servir justement de hub.
Et par la suite, on aurait tous ceux qui seront connectés, donc qui seront pairés ou rattachés à ce nœud, ben, ce sera considéré comme des SPOC qui du coup accéderont par la suite aux ressources qui seraient partagées par ce hub. Donc c'est le hub qui va décider à qui il va partager du coup les routes, un réseau, pour pouvoir accéder notamment aux ressources, selon les ressources à lesquelles il a accès. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc on a notre environnement on-prem. Donc ici, on a notre projet. Donc on aura notre propre projet qui sera dédié au hub network. Donc ici, on a notre VPC qui serait custom, mais il n'y a pas besoin que ce soit un shared parce que justement, là, on va l'expliquer pourquoi. Donc on a notre custom VPC. Donc du coup, qui a une connectivité VPN sur un ou plusieurs private environment. Et ça peut être du VPN ou de l'interconnect avec une PCSsion si vous en avez. Et la première restriction qu'on peut mettre en place, donc c'est ce qu'il y a en dessous, ce que montre la flèche en fait, c'est une Organization Constraint Policy, justement qui va permettre de restreindre l'IP, par exemple le VPN peer IP, pour dire voilà, Network Hub, il a le droit uniquement de communiquer avec ces IP, notamment celle par exemple on-prem. Donc j'autorise uniquement cette connexion VPN avec tel peer IP. Et ce qu'on peut mettre en plus, c'est de dire, voilà, ben, moi, mon hub, il va me servir uniquement à communiquer avec la partie on-prem. Je ne veux pas qu'il ait accès à autre chose. Donc, on peut mettre justement au niveau VPC un pare-feu pour des rules, des explicit deny sur l'ingress, egress, et on garderait uniquement la connectivité à tout ce qui est on-prem, ce qui nous fait justement le Network Hub est complètement isolé d'Internet. Par la suite, du coup, en fait, on aurait, on va créer un SPOC par environnement. À ce moment-là, donc dès le début, on a déjà cette séparation entre les environnements. Donc à ce moment-là, ici, on est dans des shared VPC et on va avoir du coup un pairing. Et l'avantage, en fait, le fait en fait de faire du pairing sur GCP, notamment aussi sur d'autres clouds comme AWS, c'est que le pairing n'est pas transitif. C'est-à-dire que par défaut, lorsqu'on va établir un pairing entre la prod et le hub, et entre la no-prod et le hub, ben, du coup, la prod et le non-prod ne peuvent pas communiquer entre eux parce que ce n'est pas transitif. Et ce qui va passer, c'est qu'on va faire justement un exchange de custom routes. Ça veut dire que ben, le hub, il va partager ses routes et aussi les SPOC vont partager leurs routes. Donc, par exemple, si on souhaite uniquement une communication d'un seul sens, ça veut dire de GCP au VPN. Ça veut dire que là, on va partager les routes network au SPOC, mais pas l'inverse. Par contre, si on a envie en fait d'avoir un two-way, à ce moment-là, on pourrait partager aux deux niveaux pour que tout ce qui est le workload dans on-prem puisse communiquer aussi avec GCP. Donc aussi, il est possible aussi de restreindre justement quel VPC peut communiquer, quel peut être pairé avec quel VPC. Donc on a aussi cette possibilité de mettre cette restriction directement au niveau de l'organisation pour protéger sa topologie réseau qui ne puisse pas être touchée. On peut aussi indiquer qui a le droit du coup d'accéder à tout ce qui est CloudNet, à la CloudNet. Et on peut aussi du coup rattacher par la suite du coup nos projets de prod. Donc tous nos projets de prod vont se retrouver, vont tourner du coup sur un SPOC de prod et tous les projets de non-prod, donc tous les workloads de non-prod vont tourner du coup sur le shared VPC de non-prod. Et on peut mettre aussi d'autres restrictions pour s'assurer que les projets ne se détachent pas justement de leur SPOC. Et aussi, on peut aussi spécifier que, par exemple, mettre une restriction pour interdire, donc toujours dans l'objectif de protéger justement cette topologie, de bloquer justement, par exemple, que le projet de prod se rattache à un projet qui ne soit pas dans le même environnement. Donc, il est possible de faire ça. Et du coup, on peut rajouter une autre organization policy, c'est skipper en fait la création du network par défaut. Parce qu'en fait, lorsqu'on vous allez créer un nouveau projet, sur GCP, il y a le default justement réseau qui est créé. Et en fait, ce qui se passe dès que quand vous créez en fait des ressources sur GCP et que vous spécifiez pas le network, en fait, il va choisir par défaut ce réseau-là. Et si par exemple vous oubliez justement de spécifier ce réseau-là, ben, ça va se rattacher au réseau default et vous n'allez pas savoir directement que le problème en fait vient justement de ça. Donc le mieux c'est de pouvoir le supprimer complètement parce qu'en fait ce réseau-là par défaut il va servir uniquement
pour tout ce qui est les phases de test et de POC. Mais lorsque dans un cas réel industriel, à ce moment-là, en fait, il n'a aucune utilité. Du coup, on aurait par la suite nos ressources qui vont tourner. Donc, on aurait nos Kubernetes, nos Cloud SQL, toutes les ressources préférées qui tournent en fait sur du VPC, donc qui sont in VPC, qui vont tourner dans notre shared VPC. Et ce qu'on peut mettre en fait, c'est d'interdire justement l'accès par IP. Donc, notamment si par exemple on a un Kubernetes qu'on va mettre justement sur notre VPC. Une des bonnes pratiques justement, c'est plutôt que de devoir sécuriser toute la partie surface, en fait, Internet facing de nos applications, on va laisser justement GCP gérer toute la partie des DOS, toute la partie Internet facing en rajoutant des load balancers par-dessus. Et de cette façon-là, du coup, on va déléguer certaines responsabilités à GCP plutôt que d'avoir à les gérer par nous-mêmes. Donc là, on parle vraiment dans le cas idéal. Donc, c'est dans le cas où, si par exemple, vous êtes sur du Compute Engine, vous pouvez aussi mettre un load balancer, bien sûr. Donc, il faut vraiment en fait chercher le cas où c'est vraiment justifié pour qu'il y ait pour que votre Compute Engine ait une external IP. Parce que vu que là, aujourd'hui, il y a la possibilité de pouvoir s'en passer et de pouvoir déléguer cela à des load balancers. Donc, pas hésiter justement à l'utiliser. Du coup, si vous avez par la suite un serveur DNS, donc ça c'est pour aller un peu plus loin. Donc, si vous avez un serveur DNS en on-prem, il est aussi possible de faire justement du hub and spoke DNS, justement. Et là, par la suite, toutes vos applications. Donc, si par exemple justement vous avez vos microservices certains microservices sont restés en on-prem et d'autres ont été migrés, ça vous évite justement de devoir remodifier tout votre code source pour pouvoir remettre notre nom DNS. Et à ce moment-là, en fait, le fait de pouvoir faire cela, ça vous permet justement de garder cette connectivité avec on-prem et vous éviter un maximum de régression. Donc, en fait, les avantages, c'est vraiment faciliter la connectivité parce que il faut savoir que dès que vous créez un nouveau projet, en fait, vous n'avez plus à vous soucier sur la topologie réseau. Il suffit juste de le rattacher au shared VPC de son environnement. Il aura automatiquement accès au VPN. Et par la suite, du coup, ça vous facilite énormément en fait toutes les phases justement pour démarrer votre projet, donc votre applicatif, et aussi de la partie automation. Donc la partie automation, dès que vous initialisez un nouveau projet, vous lui rattachez le billing, vous l'attachez à son VPC, à son VTC qu'il faut, et à ce moment-là, vous pouvez démarrer directement votre migration ou développement de votre applicatif. Ça permet aussi du coup de faciliter la visibilité, toute la partie, en fait, ça va vous permettre de contrôler justement le fait, là c'est l'avantage, je parle vraiment de l'avantage du shared VPC, le fait que vous soyez sur un shared VPC, notamment si vous avez une équipe réseau qui est dédiée, ça lui facilite aussi, ça lui donne une visibilité de toutes les ressources qui tournent sur le VPC, comment elles communiquent entre elles. Et ça permet aussi d'améliorer la sécurité, parce que forcément, lorsque vous centralisez justement cette sécurité-là, vous pouvez mieux la contrôler. Et par la suite, justement, notre réseau, il est scalable parce que là, on n'a parlé que 2 environnements, mais on peut monter jusqu'à 25 environnements, bien que ça soit un cas rare, mais en tous les cas, on peut scaler jusqu'à 25. Ici même, vous voulez dépasser 25, bien que ce soit très, très rare. À ce moment-là, vous pouvez même aller sur du connexion VPN entre les VPC pour aller jusqu'à 100. Et justement, l'avantage, c'est que votre network VPC, c'est lui qui va décider à qui, en fait, il va pouvoir partager, avec quel VPC il va pouvoir partager ces routes-là. Et si vous vous souvenez justement que j'avais parlé des firewalls hiérarchiques, à ce moment-là, vous pouvez, au niveau justement du dossier, par exemple, du SPOC de prod, dire, voilà, la prod, elle aura accès uniquement à tel IP, tel IP, tel IP, telle range d'IP de notre environnement de l'environnement on-prem, et ça permet justement de ségréguer les informations, le trafic de façon plus simple. Voilà, donc là on a parlé en fait d'une topologie réseau, donc notamment celle qui est Hub and Spoke, et vous pouvez la retrouver sur d'autres clouds. Donc c'est une topologie que j'ai pu mettre en place chez des clients et qui a fait ses preuves justement, et en fait c'est une topologie qui est utilisée pas seulement sur GCP ou AWS, vous pouvez la retrouver en fait. Elle est même utilisée en fait sur des réseaux locaux directement dans plein d'entreprises. Donc c'est pas à nouveau, c'est une topologie qui existe. Donc je vous ai juste montré une implémentation.
Et le fait qu'il y ait la séparation justement par environnement, ça permet justement d'éviter qu'on se retrouve plus tard à vouloir changer, justement, déplacer des données d'un VPC à un autre. Donc là, on va parler sur la partie SecOps. Donc la partie SecOps, donc ça concerne tout ce qui va concerner, ça concerne tout ce qui est sécurité. Et sur GCP, il y a deux ressources essentielles qui sont les plus critiques sur GCP. Donc c'est les comptes de service, les service accounts, et les KMS. Donc en fait, lorsque les comptes de service, ça va permettre justement à vos applications de pouvoir accéder aux ressources GCP. Et ça va aussi vous permettre à votre CI/CD notamment de pouvoir déployer des ressources, notamment en générant une key. Et les KMS, justement, c'est ici, en fait, c'est les clés en fait, qui vont permettre de chiffrer vos données si vous en utilisez. Et si vous détruisez justement cette clé KMS, vous ne pourrez du coup plus jamais en fait, déchiffrer ces informations-là. Et c'est pour ça ce qui en fait des ressources critiques sur GCP qui a besoin en fait, de contrôler et de faire attention en fait, dessus. Donc là, en fait, dans cette présentation, donc je vais en parler plus du compte de service, sur lequel en fait j'ai travaillé le plus. Et ce que j'ai pu mettre en place chez un client, c'est la séparation du compte de service en deux types de comptes de service. C'est-à-dire qu'il y a les comptes de service de déployeurs, c'est ceux qui vont être utilisés pour pouvoir en fait déployer les ressources. Donc c'est elles qui auront en fait des droits, par exemple, pour créer un cluster. Et on a par la suite, du coup, les comptes de service user. Ça veut dire, en fait, les comptes de service qui vont être utilisés par les applicatifs, notamment, par exemple, Cloud SQL Client. Et ce que j'avais mis en place, c'était, du coup, de centraliser justement ces comptes de service. Et du coup, en désactivant la création des comptes de service sur tous les autres projets. C'est-à-dire que si on a, donc on va expliquer comment ça a pu fonctionner. Donc, lorsqu'on va créer justement une nouvelle application sur Kubernetes, plutôt que le compte de service soit directement sur le projet, du coup, il sera sur ce projet centralisé. Donc ici, on a notre cluster, donc on a du coup notre projet DevOps et on a notre projet business. Donc là, on souhaite du coup, depuis notre cluster DevOps, du coup, déployer des ressources qui seraient sur notre projet business en utilisant des comptes de service déployeurs. Donc, dans notre exemple, on va prendre le cas de GitLab CI, parce que je travaille uniquement avec GitLab CI aujourd'hui. Donc là, en fait, on va désactiver complètement l'utilisation des keys. Donc, pourquoi on veut désactiver les keys? C'est que l'avantage qu'on a en activant le add-on Worker Identity sur GKE, sur le service Kubernetes de Google, ça va permettre à notre Kubernetes Service Account d'être bindé à un Google Service Account. C'est-à-dire que si, par exemple, on a un job, donc un GitLab runner, un spécifique runner qu'on va faire tourner dans notre Kubernetes, de notre cluster DevOps, il sera bindé justement à ce compte de service qui se trouve sur la partie SecOps. Et du coup, en fait, cette Kubernetes Service Account sera, en fait, on rajoutera une annotation sur le pod là, en fait, qui correspond à notre runner GitLab. Et du coup, en fait, lorsque vous serez sur votre pipeline, donc votre job en question de votre GitLab CI, de votre YAML, en fait, dès que vous rentrerez une ligne de commande, par exemple, si vous lancez un gCloud, en fait, vous pourrez effectuer toutes les commandes lignes, toutes les lignes de commande qui vous permettront en fait d'effectuer en fait des opérations que ce compte de service déployeur va vous permettre. Par exemple, de ce cas de figure, le compte de service ressource déployeur va permettre de créer un cluster, mais aussi de lancer en fait des opérations directement sur l'API serveur, donc des kube control, des create, etc. Donc il n'y a plus besoin d'avoir une key qui serait stockée comme variable sur le GitLab et qu'il y aurait besoin de s'authentifier, il y aurait besoin quand même de faire des rotations dessus, etc. Et par la suite, on aurait du coup, une fois que notre runner a créé le cluster, notre cluster business par exemple, si par exemple on a plusieurs applications qui tournent sur le même Kubernetes, il est possible de rajouter un role binding de façon à s'assurer qu'il y a uniquement ce compte de service
déployeur qui a accès à tel namespace. On peut mettre une restriction supplémentaire sur la partie namespace si vous allez plus loin. Et par la suite, du coup, tous nos workloads, et bien du coup, tous les workloads, ben, du coup, pas de la même façon. Et ça tourne aussi sur du workload identity. Et du coup, ils ont accès, du coup, ils sont bindés avec ce compte de service user pour pouvoir accéder au Cloud SQL Client. Et à ce moment-là, en fait, le fait d'avoir en fait les comptes de service centralisés, notamment s'il y a une équipe sécurité, ben, permet en fait, ça facilite l'audit et la visibilité. Donc, parmi les bonnes pratiques justement du compte de service qui sont évoquées, on pourrait retrouver sur la documentation notamment, c'est la suppression justement du compte de service par défaut. Donc, de la même façon, lorsque vous créez un nouveau projet sur GCP, vous allez vers un compte de service, vous activez en fait l'API Compute, il y a automatiquement des comptes de service qui sont créés par défaut avec un rôle editor. Et ce rôle auditor, il n'est pas assez restrictif. Vous avez accès à toutes les ressources GCP. Et en fait, la bonne pratique, c'est vraiment de pouvoir créer votre propre compte de service. Il faut savoir que, par exemple, si vous avez un Kubernetes, ben, du coup, vous allez créer un compte de service minimal qui va juste vous permettre de créer votre cluster Kubernetes avec ce compte de service, custom. Et puis par la suite, si vous avez des applications qui communiquent entre elles. Et une pratique aussi qui serait bonne, c'est d'avoir que chaque application ait son propre compte de service par la suite. Et ça facilite justement le fait, ce qui est recommandé, c'est que tout ce qui est règle firewall, en fait, la source à destination soit justement basée sur les comptes de service, parce que les comptes de service, s'ils sont rattachés à votre application, ben à ce moment-là, c'est plus facile de savoir qui communique avec qui et ou chez quand j'interdis en fait l'accès à telle application. Et du coup, là, ce qu'on disait, c'est que le fait de centraliser les comptes de service dans un projet qui serait dédié, ça permet de faciliter toute la visibilité, toute la partie audit, notamment quels sont les comptes de service qui sont utilisés, quels sont ceux qui sont désactivés. Et en fait, il y a même certaines organisations, entreprises qui vont carrément en fait créer une organisation séparée. Ceux-là, ils vont vraiment plus loin. C'est qu'ils vont créer une organisation totalement séparée où il y aurait les comptes de service avec tous les droits. Donc, notamment, on peut retrouver ça en fait chez certaines entreprises qui font du banque en ligne qui adoptent justement cette pratique. Et le mieux, bien sûr, c'est de ne pas utiliser c'est d'éviter un maximum d'utiliser les comptes de service, donc les clés en fait qui seraient dans le compte de service, parce qu'il faut savoir que dès que vous générez une clé, donc en fait, ça veut dire que vous allez l'utiliser en dehors de GCP. Donc, par exemple, si vous êtes sur un on-prem, vous avez besoin d'accéder en dehors d'un VPN, vous avez besoin d'accéder à une application qui est sur une ressource GCP. À ce moment-là, quand la key en fait elle est sortie, ben en fait on ne sait plus qui l'utilise, où elle se trouve, comment elle est partagée. Donc on n'a plus la maîtrise en fait de cette clé, où elle se trouve en fait. Quel est l'usage qu'on en fait, comment on va pouvoir la tourner. On va tomber sur tous les inconvénients d'avoir une clé de compte de service qui serait en dehors de GCP. Et là, justement, si on est dans du Kubernetes, ben, l'avantage du Kubernetes sur GCP, ben, l'avantage, c'est que ben, on n'a plus besoin d'en l'utiliser dans un cas métier. Après, bien sûr, il y a eu des cas de figure. J'en ai trouvé, par exemple, sur Firebase, il y a besoin quand même d'avoir des clés de compte de service. Donc, il y a certains cas, quand même, où on a besoin des exceptions. On a besoin quand même d'avoir de générer, en fait, des clés de compte de service. Donc là, on a parti de la partie sécurité. Donc là, du coup, Nuki, en fait, ça va nous permettre justement de faciliter justement l'écriture, notamment de nos pipelines. Donc là, on va parler plus de tout ce qui est DevOps et des pratiques GitOps, notamment celles que j'ai pu mettre en place chez certains clients. Donc pour tout ce qui est CI/CD, donc on peut retrouver un ensemble aujourd'hui d'outils sur Internet. La majorité d'entre eux, en fait, ils sont accessibles en mode SaaS, c'est-à-dire que vous avez votre CI/CD qui est tout prêt, qui est déjà préinstallé, notamment par exemple, dans le cas de GitLab. Donc, on a notre gitlab.com, on a nos projets GitLab, et on peut par la suite, enregistrer des runners qui seraient hébergés dans notre infra on-prem ou dans notre infra cloud. Et par la suite, on pourrait du coup lancer nos pipelines et du coup, à chaque fois qu'on a un job qu'on va lancer, on pourrait du coup indiquer un tag d'un runner et à ce moment-là, ça se lancerait sur ce spécifique runner.
Donc, une des pratiques, du coup, les pratiques que j'ai pu mettre en place, justement, ce que j'utilise en tout cas avec GitLab et GCP, c'est que déjà, j'ai utilisé le chart Helm parce que c'est le plus simple justement pour pouvoir lancer ces runners. Donc, ça va assez loin dans la configuration plutôt que de le faire manuellement. Donc, l'idée aussi, c'est que j'utilise uniquement des runners spécifiques, notamment parce que lorsque vous utilisez des shared runners, donc les shared runners, c'est partagé entre tous les projets GitLab, donc tous les utilisateurs, ce qui veut dire que vous êtes limité forcément en minutes. Je pense qu'on est à 400 minutes si vous êtes en free. Et du coup, ce serait fâcheux si par exemple vous êtes en prod et vous avez besoin en fait de lancer votre pipeline et du coup vous n'avez plus le quota, vous avez dépassé le quota, à ce moment-là, ce serait problématique. Donc le mieux en fait, c'est vraiment d'avoir ses propres runners spécifiques, que ce soit en on-prem ou sur le cloud. Le mieux c'est d'avoir en fait ces runners spécifiques. Que ça soit aussi accessible par tag, parce que c'est que l'idée, en tout cas ce que j'avais mis en place, c'était d'avoir un runner par environnement. L'avantage, c'est que si on a un runner qui est rattaché à un environnement, du coup, en fait, ce runner-là, vu il a une Kubernetes Service Account qui est mindé à un Google Service Account, on sait que lorsqu'on va lancer ce job-là avec ce tag-là, on sait que ça va se lancer sur tel projet avec ça va se lancer avec tel droit, en fait, qui va correspondre au bon environnement. Ça nous évite, par exemple, de faire des erreurs, devoir déployer sur le dev, déployer sur la prod alors qu'on devait déployer sur le dev. En fait, toutes les erreurs qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur une CI/CD. Les runners, ils peuvent être aussi du coup lockés, qui peuvent être lockés sur un projet ou plusieurs projets. C'est possible avec GitLab. On peut aussi les lancer dans des branches protégées, notamment si on veut la production. On peut dire ce runner-là, il peut être lancé uniquement dans une branche qu'on aura décidé qu'il soit protégé, de façon à éviter qu'il soit utilisé par erreur sur notre environnement. Et du coup, en fait, on peut rattacher justement ce compte de service, ce Kubernetes Service Account, on peut rattacher directement à ce runner de façon à avoir une sécurité end-to-end sur l'utilisation. Donc, juste le fait d'indiquer le tag, ça va permettre de s'assurer que ça va bien déployer sur le bon environnement et la bonne application du coup. Et ce que je fais aussi, c'est que du coup, les jobs vont s'exécuter sur un autre pool différent, de façon à éviter, si par exemple j'ai un upgrade d'un autre pool, à ce moment-là, du coup, le autre pool en fait, de dev, si par exemple ça ne fonctionne pas bien l'upgrade, à ce moment-là, ça ne va pas impacter du coup le autre pool de prod. Et ça permet aussi de faciliter justement même la lisibilité, justement pour savoir quels sont les runners qui tournent sur quel autre pool. Donc là, en fait, on parlait du coup de la partie DevOps. Donc nos runners sont déployés sur notre plateforme DevOps. Une des pratiques aussi que je pousse un maximum, notamment si on fait de la migration sur si on vient justement dans l'environnement on-prem et qu'on passe sur un environnement cloud. Donc en fait, ce que j'ai essayé, donc ce qui a fonctionné par chance du coup aussi, c'est que les clients, on arrivait à les convaincre justement de cette pratique, du concept du GitOps, et de même replatformer leurs applications qui allaient être au début en lift and shift, qu'on a réussi à les convaincre pour qu'ils passent en fait en replatforming en Kubernetes. Et ça a permis du coup d'appliquer ce type de pratique. Donc en fait, l'idée du GitOps, c'est un concept qui a été poussé par Weaveworks. L'idée, c'est qu'on ait notre propre repo, on aurait notre Dockerfile avec tout notre code source métier. Donc la pipeline qui est rattachée va permettre de faire du continuous integration. Donc ça va permettre de tester, de builder que tout fonctionne. Et ça permet de builder cette image. Et une fois au fait qu'on a publié cette image, en fait, l'idée, c'est que ça lance du coup une autre pipeline qui se retrouvait du coup dans un autre repo, dans l'idéal. Et en fait, au niveau de ces repos, on aurait du coup tous nos manifestes Kubernetes. Et par la suite, donc on déploierait dans le premier environnement, et ensuite ça va créer une merge request. Si on est sur GitLab par exemple, ça va créer une merge request. Et par la suite, si elle est acceptée par l'équipe, à ce moment-là, on passerait sur l'environnement de production. Du coup, là, en fait, l'objectif, c'est vraiment que Git, en fait, devienne une source de confiance pour pouvoir, en fait, déployer nos applicatifs. Donc, comment ça a pu être intégré? Donc, là, on a notre projet DevOps toujours, et là, en fait, on souhaite déployer sur notre projet business, et tout en gardant, en fait, notre projet SecOps sur notre compte de service.
Donc ici, on a le cluster DevOps qu'on a montré tout à l'heure. Donc il a accès, du coup, donc il a le droit, donc les runners qui vont être exécutés sur le DevOps, donc ils auront le droit par environnement à pouvoir créer des clusters sur un projet spécifique. Donc en fait, ce que j'ai rajouté aussi, c'est un troisième repo. Donc ce repo-là, c'est le repo avec du Terraform. Donc en fait, l'objectif, c'est de pouvoir séparer du coup chaque application en 3 repos, c'est-à-dire qu'il y aura le repo qui va concerner uniquement l'infrastructure GCP, en fait les ressources en fait GCP qui vont pas trop bouger dans la réalité. Donc du Terraform, donc ça va être donc il aura son propre du coup il y aura le runner spécifique qui va du coup être enregistré au niveau de la pipeline de ce repo. Et du coup, là, on va déployer pour la première fois notre cluster. Puis ensuite, du coup, on a notre repo donc, qui va contenir notre image, notre Dockerfile. Donc, de la même façon, donc, on va utiliser, pour faciliter justement le déploiement, il y a aussi la gestion des credentials et des keys. Donc, on va utiliser du Cloud Build. Donc, à ce moment-là, l'image, en fait, le runner, ce runner-là, il a aussi le droit en fait de lancer des builds en fait sur Cloud Build et de pouvoir publier sur Container Registry. Une fois en fait qu'on a publié en fait notre Dockerfile, en fait ça va faire un clone sur le repo de Env et ça va du coup pusher en fait à la nouvelle version. Donc le fait qu'on utilise du customize, ça permet de ségréguer les environnements, mais aussi de modifier l'image. Et par la suite, donc en fait, ce que vous voyez ici, donc c'est App Control Apply. Donc c'est un add-on que j'avais mis en place chez un client. Ça va permettre du coup en fait d'appliquer les concepts de GitOps directement sur le GKE. Donc c'est un add-on qui est de GKE, donc qui s'appelle Application Delivery. Et en fait, ce que ça va faire, ça va créer en fait un repo externe complètement qui va justement, c'est lui qui va servir de source en fait de confiance. Et en fait, ça va créer des branches par version à chaque fois que vous créez une nouvelle version. Donc, lorsque vous faites un app control prepare, ça va créer du coup une branche avec l'environnement qu'il faut et les artefacts qui vont être déployés. Et par la suite, si vous le demandez, ça va par la suite du coup créer une merge request et une fois que vous aurez validé, du coup vous pourrez du coup exécuter app control apply pour pouvoir déployer vos manifestes directement sur Kubernetes. Donc c'est aussi un truc mis en place avec du Argo CD. On peut faire la même chose en fait avec de l'Argo CD, du coup managé par vous. Ce qu'on remarque aussi, c'est que même les images, les Docker sont aussi centralisées sur GCP, sur le cluster DevOps, enfin sur le projet DevOps. Le fait de centraliser justement les images sur un projet, ça va permettre, si par exemple vous supprimez votre projet, vous ne perdrez pas par la suite du coup vos images Docker. Voilà, donc ça c'était pour parler de tout ce qui est GitOps pratique. Là maintenant on va parler vraiment d'un cas d'une application dont j'ai par exemple eu l'occasion de mettre en place chez un client. Donc en fait dans notre cas, donc il y avait, donc un de mes clients par exemple avait en fait une VM qui était en on-prem où ils avaient créé en fait leur propre Docker. En fait ils avaient installé leur propre Docker à l'intérieur. Et par la suite, en fait, ils avaient demandé comment, du coup, on pourrait déployer du Docker sur GCP. Donc, au début, ils avaient pensé à du Compute Engine. Si on veut faire directement du lift and shift, c'est d'avoir justement un Docker directement installé sur un Compute Engine. À ce moment-là, il y aura besoin de gérer la partie Docker. Donc, à moins que vous ayez une dépendance avec le runtime Docker, il n'y a aucune utilité que vous fassiez cela. En fait, que vous lanciez, vous créez votre propre Docker sur un Compute Engine. Il faut gérer directement, que vous avez l'habitude de faire de l'on-prem. Si vous allez sur de l'App Engine flexible, il faut savoir que si ça va coûter cher justement de pouvoir tourner sur de l'App Engine flexible, même si ça tend à être déprécié justement App Engine flexible pour Cloud Run. Donc en fait, vous allez pouvoir du coup déployer vos Dockerfiles directement sur App Engine flexible, mais ça va être plus cher parce que justement c'est un PaaS, donc il y a beaucoup plus de features. Donc c'est tout en fait un software qu'il y a derrière, toute une plateforme qu'il y a derrière sur App Engine. Donc c'est assez très mature et ce qui fait que ça va vous coûter plus cher en fait en coût.
Par contre, donc en fait, l'idéal, c'est vraiment d'aller sur du Cloud Run, hein, si vous avez un Dockerfile. Donc, et si vous êtes aussi bien sûr en HTTP ou en HTTPS, si c'est une application qui est accessible, c'est une application web, hein. Et si par exemple, vous savez que votre workload ne va pas dépasser 60 minutes, vous avez aussi cette limite. Par contre, en fait, si votre application, imaginons que c'est une application qui met du temps à se lancer, parce qu'en fait, sur Cloud Run, c'est du serverless, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une requête, ça va du coup lancer un container pour répondre à cette requête. Donc, si la première fois, ça va mettre 10 minutes pour se lancer, à ce moment-là, ça ne va pas être adapté justement, sauf si par exemple, vous le faites ça, si vous avez besoin de le faire en fait que quelques fois en fait l'appel à cette application web, c'est pas très conseillé justement d'aller sur du Cloud Run dans ce cas de figure. Donc pour cela en fait, donc il reste Kubernetes, hein, c'est le cas classique. Donc c'est le cas où la plupart des clients qui ont fait une migration de Docker vers GCP. Donc, en fait, dans le cas d'une application donc classique, donc une application web qu'on va vouloir déployer sur GCP, donc sur un Kubernetes, donc qui va communiquer avec une base de données. Donc, une fois avoir migré notre database sur Cloud SQL, donc en fait, donc on peut mettre du coup, on peut mettre l'une des bonnes pratiques qu'on conseille justement sur Kubernetes, c'est de mettre des network policy pour s'assurer qui communique avec qui. Et aussi, l'avantage aussi d'être sur du Kubernetes managé de GCP, c'est en fait, on peut avoir des CRD qui directement depuis notre ingress. Hein, donc, quand on va créer notre ingress, par la suite, ça va automatiquement créer un load balancer lorsqu'on va le créer, hein, cet ingress. Et on a la possibilité, par exemple, pour nos applications qui ne sont pas en prod, hein, de rattacher avec un identity war proxy. De cette façon, en fait, vous vous identifierez à cette application web qui est interne avec vos identifiants GCP, hein, qu'on a l'habitude de faire, ou même si vous avez un AD, du coup, vous pourrez aussi utiliser du coup, ces logins mots de passe. Et si vous êtes une application Internet facing, donc il y a la même façon, on peut directement depuis l'ingress, hein, du coup, de spécifier quel est le certificat SSL, quelles sont du coup les règles Cloud Armor hein, qu'on a besoin d'appliquer, et aussi activer la partie CDN. Donc directement depuis la partie Kubernetes, on peut déjà en fait communiquer avec tout l'environnement GCP. Donc en fait, les bonnes pratiques qui sont déjà poussées par GCP, hein, par toute la communauté, c'est de pouvoir créer des images les plus petites possibles, pouvoir en fait optimiser vos Dockerfiles, en fait, pour pouvoir donc tous les layers de façon à ce que vous organisiez bien pour éviter que vous ayez à rebuilder en fait certains layers qui n'ont pas besoin d'être bougés. De supprimer en fait tous les tools qui ne sont pas nécessaires et de pouvoir en fait scanner toutes vos. Donc vous avez une feature qui s'appelle Vulnerability Scanning hein, sur Container Registry qui permet de scanner en fait pour voir quelles sont les vulnérabilités de vos images. Et le mieux c'est de le faire directement hein, lorsque vous buildez votre image hein, au niveau de votre image repo, c'est de pouvoir lancer ce scan là. Donc directement depuis votre CI. Hein. Il y aura juste besoin en fait de rattacher en fait les droits à compte de service qui est rattaché du coup à votre runner et du coup vous pourrez lancer justement ces vulnérabilités. Ou vous pouvez utiliser si vous avez les licences qu'il faut sur GitLab pour pouvoir analyser du coup vos images. C'est de bien aussi taguer les images, hein, c'est important, pas juste du latest, c'est utiliser du semantic version, du git omit bash, il y a plusieurs pratiques pour cela. D'utiliser le cloud build, hein, c'est pour faciliter le build, tout le build et le push d'images, hein, éviter de devoir mettre du Docker build et du Docker logging, etc. Et d'utiliser du coup Container Registry, hein, ça fonctionne très bien en Docker Container Registry. Après, si vous avez un Artifactory, donc pourquoi pas. Hein, par contre, vous allez devoir le manager vous-même. Et là, le Container Registry, c'est un service managé hein, qui est directement disponible et en fait, il va stocker vos images sur du cloud storage pour réduire tous les coûts hein, qui seraient liés à vos images. Pour ce qui est cluster GKE, donc c'est ce que je mets en fait chez tous les clients, c'est vraiment d'utiliser une version la plus stable possible, hein, sauf si vraiment il y a besoin s'il y a certains add-ons qui sont disponibles uniquement sur une regular version, à ce moment-là, on va utiliser une version un peu plus avancée, mais on va essayer au maximum de rester sur une version stable.
d'avoir en fait le master et le node qui soit private, de créer en fait du coup d'activer l'autoscaling, c'est des pratiques courantes, et d'activer du coup le network policy pour protéger justement la communication, d'activer work identity pour nous éviter par la suite d'utiliser des clés de compte de service en secret sur les pods, et d'utiliser config connector si vraiment on dépend, si tous nos projets en fait, toutes nos applications sont sur Kubernetes, config connector peut être utilisé pour créer des load balancers, et, des IP statiques, ce que vous voulez, mais directement depuis du Kubernetes. On resterait du coup sur du Kubernetes. Ça, c'était l'exemple du coup de migration d'une application front-end sur GCP. Là, maintenant, on termine du coup avec le cost saving là, pour passer aux questions. Donc, la partie cost saving. Donc, en fait, quand on veut optimiser sur les clouds aujourd'hui, on a deux possibilités. Soit optimizing size. Donc, ça veut dire quand l'objectif, c'est vraiment de s'assurer, pour être sûr en fait que nos workloads sont optimaux, c'est de pouvoir s'assurer que les workloads tournent dans le bon service et avec la bonne configuration. Donc, la bonne configuration, c'est toute la configuration réseau, la configuration donc CPU, mémoire, tout le disque qu'il faut. Et puis, il y a l'optimisation, optimizing time, c'est le temps justement de la vie en fait de ces ressources. Donc, quand on n'est pas sur du serverless, donc à ce moment-là, il y a besoin par la suite de pouvoir supprimer en fait tout ce qui n'est pas censé fonctionner, notamment des applications qui sont là comme test par exemple. Il faut s'assurer que ça soit supprimé tout le temps, et toutes les ressources qui ne vont pas être utilisées. Par exemple, si vous êtes dans un environnement de non-prod, à ce moment-là, vous savez que le soir, du coup, la nuit, ces applications ne vont pas être utilisées. À ce moment-là, l'idée, c'est de pouvoir les supprimer. Et le mieux, si vous êtes en automation, tout fait en automation, à ce moment-là, vous pouvez directement en fait les supprimer de façon automatique. Donc, c'est un exemple que j'avais mis en place chez un client. C'est du cost cutting. Du coup, c'est de stopper donc tout ce qui est service non serverless. Ça va parcourir justement tous les projets, et que ça va pouvoir arrêter du coup arrêter les VM, les databases, resizer justement tout ce qui est GKE, supprimer justement les anciennes Docker images. Et ça se fait facilement, soit avec un cloud scheduler qui pourrait se lancer du coup par exemple à 21h, et qui lancerait soit il appellerait un endpoint directement du Cloud Function via un endpoint, soit passer par un pub sub pour pouvoir lancer des opérations et pouvoir économiser, ce qu'on appelle le cost cutting. Voilà, donc on a fait un peu le tour. Donc comme conclusion, vraiment les pièges que je peux vous parler en fait, qui s'ils avaient été adoptés dès le début par certains clients qu'on a accompagné, c'est par exemple les POC en prod. Beaucoup en fait, on a vu certains clients qui vont aller mettre directement leur POC en production, dans l'idée par exemple de pouvoir rentabiliser, histoire de rentabiliser un peu en fait tout le dev qui a été fait, tout le budget qui a été mis en place pour le POC. Par contre, en fait, forcément, quand c'est de la POC, il n'y a pas forcément de la CI/CD, de l'automation. Donc, il n'y a pas forcément appliqué les bonnes pratiques en topologie ou en sécurité, etc. Et à ce moment-là, à un moment donné, on va se retrouver avec une usine à gaz en fait qui n'est pas du tout contrôlable. Et comme on l'a vu, si on veut déplacer des ressources d'un VPC à un autre, ça peut être très coûteux. Il y a aussi le mindset on-prem, vraiment la pensée on-prem. Ça veut dire que, OK, moi je connais ces outils-là en on-prem, mais je vais utiliser les mêmes sur le cloud. Ça veut dire, par exemple, on a vu certains, c'est plutôt que d'utiliser StackDriver, ils vont utiliser du Grafana, plutôt que d'utiliser du monitoring, ils vont utiliser du Prometheus, en fait. Ils vont utiliser des services, pas en complément, mais vraiment remplacer, en fait. Ça veut dire ces services-là. Et puis, le vendor locking à un level extrême. Donc, pour moi, ce que j'appelle un vendor locking à un niveau extrême, c'est vraiment d'utiliser, de se créer des contraintes sur tout ce qui est opérationnel. Alors, quand c'est business et qu'on a, par exemple, besoin de s'assurer, pour se rassurer, de se dire, OK, moi, j'ai envie de créer de ne pas trop dépendre du client, du provider pour tout ce qui est applicatif, OK. Mais par contre, si par la suite, on va aussi mettre une base de données là, gérée par nous-mêmes, du coup, sur notre cluster Kubernetes, on va forcément sacrifier certains points de sécurité, certains points en fait de haute disponibilité, de disaster recovery, etc.
Mais bien que, même avec ça, en fait, si c'est vraiment de partie métier, ça peut se justifier. Par contre, tout ce qui est opérationnel, hein, tout ce qui est gestion de log, tout ce qui est outils de sécurité, notamment qui est au niveau infrastructure GCP. Donc, si vous utilisez uniquement les vôtres, à ce moment-là, il y a certains points qui ne vont pas être en fait surveillés par les services en fait GCP qui sont offerts. Et par la majorité, en fait, sont offerts par GCP dans l'objectif justement de les utiliser, notamment par exemple les certificats. Voilà, et en fait, si vous êtes curieux de comment on peut implémenter cela, donc j'avais déjà un ensemble d'articles que vous pouvez retrouver sur DevTo Shaban, donc pour Stack Labs, donc avec du code, hein, ça permet pas à pas justement de pouvoir déployer ce type d'architecture. Et puis vous avez la présentation d'aujourd'hui, elle est aussi disponible en deux parties aussi sur DevTo. Donc, vous pouvez aller directement sur mon profil pour la retrouver. Donc, il y a aussi une troisième partie qui va venir, hein, sur tout ce qui est monitoring, donc aussi data management. Donc là, on est vraiment descendu jusqu'à applicatif, mais il reste encore la partie disaster recovery, la partie aussi data et aussi la partie data management, ça concerne tout ce qui est la big data, donc tout ce qui est ingestion de données, etc., visualisation et tout, sur lequel je pourrais en fait aussi faire un retour d'expérience. Et il y a aussi un livre en fait qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui et que je considère en fait comme la référence aujourd'hui, surtout si on veut migrer, si on veut monter un cloud hybride ou un multi-cloud, c'est vraiment ce livre-là, un Cloud Strategy. Donc c'est un livre qui a été écrit par Gregor Hobbs, qui est un enterprise stratégiste, hein, qui était chez GCP et ensuite chez AWS. J'ai été surpris parce que par ça, en le lisant, c'est qu'il est vraiment objectif, hein. Il ne va pas essayer de faire de la pub pour sa boîte, etc. Il va vraiment en fait aller dans critiquer, dans l'objectif de pouvoir proposer par la suite, hein, des pratiques. Et en fait, ça m'a permis en fait d'apprendre énormément de choses, hein, sur tout ce qu'il a rencontré, hein, donc tous les retours d'expérience qu'il a pu rencontrer chez des clients, et ça permet aussi de pouvoir faciliter la communication même avec les clients, quoi, au niveau de Stack Labs. Voilà, je vous remercie. Et puis en fait, si une de ces types de missions en fait que je vous ai décrit vous intéresse, du coup on recrute aussi chez Stack Labs, hein, donc je voulais profiter pour ça. Donc on va inclure justement des Cloud Automation Engineers, hein. Vous pouvez aller nous envoyer en fait un email sur Meet Stack Labs, hein, et du coup par la suite on pourrait échanger, hein, directement pour ces postes. Voilà, donc merci beaucoup, hein, d'avoir suivi cette conférence, hein. Ça a été un peu long. Mais c'était l'objectif. Donc, s'il y a des questions, en fait, n'hésitez pas. Je suis là, on peut répondre. Sinon, vous pouvez toujours me retrouver, hein. Je suis disponible sur Twitter. Vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn. Et aussi, en fait, je suis aussi assez. Je change beaucoup aussi sur GitHub. Voilà, merci. Merci beaucoup, Shaban, du coup, pour cette présentation fortement complète, comme on peut dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore un petit 5-10 minutes pour justement répondre à quelques questions qu'il y aurait en suspens. Sinon, en attendant, est-ce qu'on peut te retrouver bientôt sur des meet-up ou des conférences, Shaban, éventuellement? Alors, oui, donc je serai sur Cloud Sud le 11 mars, hein, pour en fait une conférence sur comment monter un cloud multi-cloud entre un cloud souverain, notamment Skyway et GCP. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir en fait d'avoir les données en fait qui seraient sur un cloud européen et qui seraient du coup maintenues par un provider qui sera européen, et par la suite tout ce qui est opérationnel, donc tout ce qu'on a vu ici, la partie topologie, DevOps, etc., qui se retrouverait, hein, sur la partie GCP. D'accord, donc Cloud Suite qui est évidemment petit frère ou petite sœur de Cloudneur, évidemment. Tout à fait. Donc du coup, n'hésitez pas à y aller également. Je sais plus si la billetterie est en ligne, mais il me semble que oui. Donc n'hésitez pas à y aller. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on s'arrête là? Désolé, on n'a pas pu vous offrir les petits fours et les boissons en fin de conférence, mais bon, ça reviendra, on l'espère. En tout cas, nous, en attendant, on essaiera de faire des meet-up au moins un par mois sur ce format. Bon, c'est un petit peu compliqué de s'organiser, mais on essaie vraiment de faire du mieux qu'on peut sur ça. Bon, il y a eu quelques problèmes techniques sur celle-ci, mais bon, je pense que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc c'est quand même le plus important. Et puis on est aussi content de se retrouver un peu tous pour discuter
de tous ces aspects cloud, etc. Voilà, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas à faire un feedback. Là, je vous ai mis le lien là, pour pouvoir m'améliorer sur les prochaines T'as mis conférences. le lien dans le chat directement? Ah, je n'ai pas mis sur le chat. Ouais. Bon, je peux le mettre, ouais. Comme ça, oui, tu peux le mettre, on peut. Y a pas de souci. Impeccable. Merci. Alors, j'ai des questions justement directement sur les messages. Ouais, il y avait quelques questions en effet. Il y avait une question notamment sur. Alors, il y avait une remarque sur Big Blue Button de Jean-Yves, il me semble. Je sais pas si tu connais. Oui, Big Blue Button, open source, mais bon, après, c'était à 12h47. Je ne voyais pas justement les commentaires en parallèle. Sinon, effectivement, j'aurais pu répondre directement. Donc, je sais pas, je connais pas en fait Big Blue Button. Donc, je sais pas à quoi ça sert, à moins que tu puisses me dire, Jean-Yves. Ah, pardon, c'était par rapport à Zoom, justement. Ok, bon, ok. Voilà, je pensais que c'était quelque chose. Ça marche. Après, utiliser donc là, c'est Sébastien qui pose la question. Utiliser des shared VPC entre projets a-t-il une implication sur les coûts, notamment au niveau du trafic réseau in-out? Non, absolument pas. Enfin, tout ce qui est VPC en lui-même, ça coûte pas. Donc, notamment aussi ce qui est pairing. Donc, en fait, ce qui va coûter, c'est vraiment si vous avez une communication intra-région. Donc, notamment au niveau de deux subnets qui seraient dans deux régions différentes, à ce moment-là, ça va coûter. Mais sinon, un shared VPC, non, ça ne coûte pas. Pas sûr de suivre ta question. Non, bon, après, ça a répondu. Moi, j'avais une question peut-être au niveau, en fait, sur les clients qui passent justement d'un en fait, full on-premise vers GCP, etc. Est-ce qu'on a des temps d'adoption plutôt faciles ou est-ce que du coup c'est compliqué de les emmener en fait au travers de tes expériences sur le cloud ou au contraire est-ce que c'est super facile? Ouais, c'est mon question. En fait, ça dépend à quel moment tu interviens. Donc, en fait, un client qui va aller sur du cloud, déjà, il va passer par le premier challenge, donc la phase de la peur, en fait, je l'appelle. Donc, c'est la phase, en fait, qui va concerner toute la conduite du changement qui va s'appliquer à l'organisation, donc aussi la partie culturelle de l'entreprise, mais aussi humaine. Donc, avant même de Oui. parler d'RGPD, le fait de passer d'un environnement à un autre. Donc, il y a aussi les syndicats qui vont intervenir pour dire, voilà, vous allez perte d'emploi parce qu'il y a plein de choses qui vont être faites à la place par le cloud. C'est des cas réels. Et puis ensuite, une fois qu'on a réglé ça, donc si vraiment il y a un gros sponsorship qui est en haut, à ce moment-là, on va passer à la deuxième phase et à ce moment-là, on va réfléchir aux technologies, donc quel est le cloud provider qu'on va utiliser, pour être RGPD, quelles sont justement les contraintes qu'on pourrait rencontrer, tout ça. C'est après cette phase-là que justement on peut intervenir. Donc là, c'est à ce moment-là qu'ils vont appeler généralement des prestataires notamment pour pouvoir en fait les former ou par la suite du coup démarrer sur un cloud start pour pouvoir étudier leur métier, essayer par la suite de les aider à architecturer au mieux donc leur migration, dans toute la stratégie qu'on a montrée. Et après, il y a la phase de développement, donc c'est la mise en place, puis la phase à la phase de maintenance. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certains clients qui démarrent eux-mêmes, donc ils arrivent à la phase de maintenance, c'est à ce moment-là qu'ils vont aller solliciter. Et généralement, quand ils sollicitent à ce moment-là, ça veut dire que soit ils sont en train de subir les coûts, soit en fait il y a des choses en fait qui ne se passent pas bien par rapport à ce qu'ils avaient prévu, notamment le cas d'exemple que j'avais cité, c'est le POC en prod. À ce moment-là, ils se retrouvent avec plein de difficultés, notamment le fait, donc j'avais des clients par exemple qui ont créé tout en fait en mode console, et ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à savoir les environnements, qu'est-ce qu'il y a sur certains environnements. Et à ce moment-là, il y a besoin de faire de la rétro-engineering, par exemple. D'accord, ok. Donc en fait, c'est vraiment, pour le cloud adoption, au début, ça concerne vraiment l'entreprise elle-même. Parce que ça va demander énormément d'efforts, parce qu'il y a vraiment beaucoup de block points. Il faut vraiment un sponsorship qui soit vraiment décidé à aller sur du cloud, quel que soit, que ce soit du américain ou européen. Merci beaucoup. Une question de Jean-Yves. Au niveau donc, par rapport à de l'hybride, y a-t-il quelque chose de prévu chez Google par rapport à la solution Outpost d'AWS lorsqu'il y a des problèmes de latence inter-appli par exemple? Alors aujourd'hui, GCP ne propose pas d'Outpost. Par contre, il y a la solution justement BigQuery Omit et Anthos
qui permettent justement de déployer du CentOS directement sur vos infrastructures on-prem. Par contre, ils ne nous proposent pas comme AWS où il y a carrément un data center qui est installé chez le client. Par contre, attention, le Outpost, justement, il est très, très limité en ressources, en services, je veux dire, et en fonctionnalités. Et après, si on veut vraiment réduire les latences, justement, entre toutes les applications, notamment si on parle entre tout ce qui est on-prem et la partie GCP, on peut aussi lancer de l'interconnect, l'interconnect qui va permettre justement de lier, donc c'est une connectivité qui est physique et qui va permettre par la suite de s'assurer que niveau bande passante et toute connectivité soit la plus, enfin la latence va être la plus réduite possible. Mais sinon, en tout cas, la partie Cloud VPN, on va quand même jusqu'à 3 gigas. 3 gigas de bande passante. Il y a eu des cas où des clients m'ont aussi fait ce retour que c'était très lent justement que le transfert de données de la partie on-prem vers GCP. Mais en fait, la limite, elle ne se situait pas au niveau de GCP. C'était eux qui avaient une bande passante qui était limitée à 100 mégas de par leur forfait télécom. Mais forcément, on ne peut pas aller plus rapidement que ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Alors là, tu parles vraiment de la latence si par exemple il y a un workload on-prem qui communique avec un workload de GCP. Jean-Yves. Je vais prendre le micro, je pense que ça va Ouais. être plus simple. Ouais, Parce que je commençais à taper, c'est une galère. Oui. Ouais, en fait, c'est vraiment si on a une appli qui est mal gaulée aussi, parce qu'il y a des fois, on avait tout dans le même data center et puis en fait, on avait une appli qui faisait ou alors une page web qui fait 300 requêtes en base pour constituer la page. Et quand c'est en local, il y a un délai d'1 milliseconde et donc en fait, pour construire la page, elle apparaît en 1 seconde. Par contre, à un moment donné, quand tu vas mettre la partie web dans le cloud, que ce soit sur du Kubernetes, une machine ou enfin, un serverless, peu importe, et que tu laisses ta base de données dans ton cloud privé, si tu as 300 appels avec même un super tuyau, mais à un moment donné, il y a le réseau, on ne peut pas optimiser plus quand on est à, je sais pas, 20 millisecondes, c'est des choses tout à fait normales, mais multiplié par 300, ta page, elle met 10 secondes à apparaître. Et là, ton expérience utilisateur se casse la gueule. Et c'est là où, typiquement, moi, je vois les cas d'utilisation un peu Outpost. Après, on peut mettre du cache, il y a peut-être d'autres choses, mais c'est typiquement par rapport à ça que je le disais. Après, effectivement, la taille du tuyau, moi, je pense pas qu'il y ait trop de soucis là-dessus. Oui, c'est un cas d'usage, je l'avais testé. Donc, j'avais testé avec un client justement qui avait un MySQL qui se trouvait en on-prem. Et à ce moment-là, on l'avait testé effectivement avec l'application web, c'est du PHP qui était sur du Kubernetes. Effectivement, les performances sont catastrophiques en comparaison que si on met la base de données directement sur GCP, c'est vrai. Donc, en fait, dans ce cas de figure, ce que j'avais proposé à un autre client, c'était vraiment d'avoir un read replica qui se retrouverait justement sur GCP, qui va synchroniser. Donc un read replica sur GCP et on aurait du coup le master qui resterait en on-prem et en fait, directement, il va servir uniquement pour tout ce qui est lecture. Par contre, on aurait le souci si on veut faire de l'écriture, la latence, ça va être catastrophique, effectivement. Donc, en fait, dans ce cas de figure, on aurait des bases de données. Si on a la donnée qui est en on-prem et qui est l'applicatif qui se retrouverait sur GCP. Et à ce moment-là, effectivement, on va prendre cette latence-là selon le cas de figure. Ok. C'est ce que j'avais compris. Donc, il n'y a pas de solution non plus pour l'instant chez Google par rapport à ça. J'avais un autre point, c'était... C'était le fait de dire on cherche à se limiter sur le lock-in. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas se priver de quelque chose que je dirais, de partir à fond chez un cloud provider? Parce qu'à un moment donné, il y en a même qui vont pas mettre leur base de données parce qu'ils vont dire ah bah oui, mais on va me refaire un lock-in sur la base de données et plutôt que d'utiliser la solution Google Cloud,
ils utilisent, alors je sais plus, c'est Envie ou enfin qui met du Postgre managé, mais si tu payes une boîte pour te remettre du Postgre sur sur du cloud public, quoi. Ouais, en fait, j'ai vu des clients, effectivement, d'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui hein, avec certains, c'est qu'ils ils ont mis en fait leur Postgre notamment sur du Kubernetes, donc ils ont voulu justement avoir le géré par eux-mêmes. Sauf qu'à un moment, en fait, dès qu'on parle de tout ce qui est haute disponibilité, tout ce qui est sécurité, justement, mise à jour de la database, tout ça, ils n'ont pas l'équipe opérationnelle pour pouvoir maintenir cette base de données. Donc, en fait, ça leur a fait une frustration, le fait qu'ils ne soient pas directement sur un manager. Après, en fait, l'idée vraiment, si on veut vraiment éviter le vendor lock-in, c'est vraiment de s'enfermer hein, sur la partie, sur de l'open source et de ne pas utiliser du tout de service managé. Mais en fait, on va perdre tous les avantages qui est sur la partie opérationnelle, notamment, hein, parce qu'il faut savoir que quand on met notre applicatif, il y a plusieurs couches en fait, au-dessus qui peuvent être en fait des failles éventuellement si on ne les sécurise pas, hein, si on n'utilise pas certains services, si on ne les active pas. Ben à ce moment-là, on va perdre justement, on peut se retrouver face justement à des failles de sécurité notamment. Donc en fait, vraiment, le vendor looking, si on veut vraiment y aller, c'est dans le cas où on a du multi-cloud, on déploie nos microservices sur plusieurs clouds. J'ai vu par exemple des clients qui voulaient justement faire du machine learning donc, et de bénéficier des crédits de différents clouds. Dans ce moment-là, ils avaient besoin justement d'être vraiment vendor lockout du coup, pour pouvoir redéployer leur modèle hein, sur différents, pouvoir entraîner leur modèle sur différents clouds. À ce moment-là, c'était justifié d'avoir ça. Par contre, en fait, si c'est pour faire, si vous n'avez pas vraiment de raison de voir, en fait, par exemple, avoir votre base de données hein, qui n'est pas métier et que vous n'avez pas besoin de le mettre sur du non-managé, ben à ce moment-là, il ne faut pas hésiter justement à utiliser du managed services. Hein, parce qu'en fait, le truc, c'est que votre donnée, elle peut être déplacée. Si vous voulez déplacer en fait, d'un provider à un autre, si vous vous basez uniquement sur des frameworks et tout ce qui est licence open source, à ce moment-là, vous pouvez déplacer vraiment en fait, vos ressources là où vous voulez. Le grand frein, en fait, c'est que si vous vous loquez avec les SDK et tous les API justement du provider. Par exemple, si votre application métier va communiquer avec du cloud storage via directement le SDK, à ce moment-là, vous allez vous loquer en fait. Ça veut dire que même si vous voulez aller sur un autre cloud, à ce moment-là, vous allez dépendre. Mais pour vérifier ce lock-in, je vais prendre le cas de Postgre. On se dit, allez, après tout, peut-être qu'à un moment donné, ils rajoutent des extensions à Postgre qui ne sont pas open source. Disons ça. Hein, je prends comme postulat, à un moment donné, pourquoi ils ne pourraient pas rajouter des bouts qui ne sont pas disponibles Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que je développe quelque chose, il faut que je monte une base de données, mais de tests ou de brouillons, pour vérifier que mon code fonctionne bien sur une base de données open source classique, pour après la mettre sur un truc complètement managé, quoi. Comment je vérifie ça au fur et à mesure du temps? Parce que, notamment chez Google, a priori, ils sont quand même assez open source sur tous leurs produits. Mais à un moment donné, comment on sait ce qu'ils utilisent, qui n'est pas encore commité ou qui n'est pas encore mergé, VS le truc que je trouve sur GitHub et que je peux tester moi, quoi. Ouais, en fait, oui, c'est une bonne question hein, parce qu'en fait, le Postgre que vous verrez en fait, ou le MySQL que vous verrez sur Cloud SQL, vous ne pouvez pas le configurer comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des flags. Et ces flags-là, vous êtes limité justement. Hein. Donc, il y a certains flags qui ne peuvent pas être désactivés. Donc, si par exemple, vous avez besoin d'une extension. Donc, imaginez que vous avez votre Postgre qui est en on-prem, vous voulez migrer sur le cloud et qui dépend de certaines extensions qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas activées justement avec le service manager. À ce moment-là, vous êtes obligé de passer vous le gérez vous-même. Donc, il faut savoir que le Cloud SQL, il a un SLA hein, de 99%, donc un peu plus. Et du coup, il y a certaines flags que vous ne pouvez pas désactiver, sinon ça devient du coup une faille de sécurité pour eux. Donc, en fait, ça vraiment dépend du. Ça c'est lorsque, en fait, avant même en fait, de pouvoir aller sur le code, c'est vraiment de pouvoir se dire OK, ma base de données,
est-ce que je veux faire du lift and shift directement sur du Compute Engine, du Kubernetes? Est-ce que je veux faire du replatforming carrément ou du re-architecting, changer carrément de base de données et utiliser autre chose? Donc ça, c'est vraiment à la phase, lorsqu'on va établir la stratégie et on va écrire tout l'aspect quand même de pouvoir créer même l'organisation elle-même, qu'on va réfléchir déjà à ça. Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt justement d'un cloud start, hein. C'est vraiment d'identifier et même donc, quelles seraient du coup les problématiques au niveau de la latence, au niveau des performances, au niveau de la transparence, notamment sur les coûts. Donc tout ça, il faut pouvoir en fait l'étudier bien vraiment à l'avance, quoi. C'est pas juste foncer, aller directement sur du Postgre manager. Il faut vraiment voir. Il y a des cas où il y a des cas où il y a un client où il était sur alors, on était parti avec lui sur un MySQL sur Cloud SQL. Et à un moment donné, on est obligé de sortir vers du non-managé. Parce que justement, le Cloud MySQL, si on fait des insertions unitaires, en fait, à chaque fois qu'on fait une insertion, il y a Cloud SQL qui va loguer, il va écrire en fait des binlogs en l'occurrence, ce qui fait que ça va ralentir les performances. Et en fait, ce binlog, cette synchronisation de binlog, on ne peut pas la désactiver au niveau de Cloud SQL. À ce moment-là, tu es obligé du coup de désactiver au niveau en utilisant Kubernetes directement pour pouvoir justement améliorer les perfs. Donc, il faut vraiment, c'est un cas de figure il faut étudier vraiment avant même de pouvoir migrer donc une base de données. Donc, c'est un workload aussi, hein, tout comme une application. Avant même, il faut trouver quelle est la stratégie qui serait adoptée pour ce cas. Merci. Du coup, je pense, s'il n'y a plus de questions, si tout a été répondu, je pense qu'on va s'arrêter ici. Il est bientôt 14 heures. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette session vous aura plu. Merci beaucoup Shaban pour ton intervention aujourd'hui. Merci à vous. Et puis du coup on se retrouve bientôt sur Clone Nord, donc sur LinkedIn, Twitter et puis les différents meet-up DevOps Lille et GDG Lille. N'hésitez pas si vous avez besoin de contacter Shaban ou l'équipe d'organisation. Et puis, on vous souhaite du coup une très bonne après-midi. Et puis, à la prochaine. Merci à vous. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Salut. Merci.